Et je te dis quand c'est bon. Ouais. Voilà, c'est parti. C'est parfait. Tu me confirmes qu'on m'entend bien, du coup? Oui, on t'entend très bien. Parfait. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Je vous remercie de nous accorder un peu de temps. J'espère surtout que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu votre temps. Au contraire. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui pourquoi la cellulose industrielle et l'économie circulaire sont une opportunité financière et écologique pour votre entreprise et vous montrer une étude de cas avec la plateforme Wava. Donc, je commence par me présenter en vitesse pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Henri Clange. Je suis ingénieur chimiste HES, conseiller en environnement, bientôt, j'espère, avec brevet fédéral. J'ai travaillé pendant 8 ans dans la pharma, les arômes, les cosmétiques, donc dans la production chimique dure. Je suis conseiller en transport ADR, donc pour le transport de matières dangereuses par la route, mais aussi par le rail. Je n'ai pas mis là, mais aussi par le rail. En 2019, j'ai fondé Alcan Conseil, qui offre des services de chimiste sur mandat pour essayer de réduire l'impact de la chimie sur l'environnement. Et en 2021, j'ai cofondé avec Laurent, entre autres, Wava, donc une plateforme d'économie circulaire qui permet de faire un matching entre des gens qui ont des sous-produits de fabrication et des gens qui recherchent ces sous-produits de fabrication comme matière première. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi c'est important et dans quelle situation on se trouve. Ici, vous voyez un tableau périodique des éléments qui est un petit peu spécial, qu'on n'a pas l'habitude de voir. On vous représente en fait la quantité d'éléments qu'on a sur Terre et la pression que l'activité humaine fait sur ces éléments. Et du coup, si on sera bientôt en pénurie ou pas. Donc, on voit déjà qu'on a des éléments qui sont très présents et d'autres qui le sont beaucoup moins. On voit par exemple que l'oxygène et l'hydrogène, ce qui fait donc l'eau, une grande partie de l'air qu'on respire, est très présent. On voit que les métaux comme l'argent, le cadmium et autres sont beaucoup plus rares et d'ailleurs qui sont aussi on arrive dans une grande pénurie pour ces produits. Pourquoi? Entre autres, parce qu'on les utilise pour nos smartphones, mais pas que, mais effectivement, les batteries et autres sont en grande partie responsables de cet état de fait. Donc, ça, on comprend vite qu'on peut avoir un problème une fois d'approvisionnement sur ces matériaux. Et qu'est-ce que ça implique? En fait, les matières premières sont un bien comme un autre de notre système. Et du coup, on a une bourse de matières premières. Et on voit, si je vous montre ici, que donc ça représente le CRB Index. Ça, c'est donc le cours plus ou moins des matières comme le pétrole, le gaz, les métaux. On voit qu'on a une énorme montée actuellement, donc après le Covid, sur toutes les matières premières. D'ailleurs, je suis sûr que vous recevez, comme nous tous, des mails pratiquement quotidiens de vos fournisseurs pour expliquer qu'ils sont en train de monter les prix de leurs produits de 8 à 20%, voire plus, selon quoi ces dernières semaines. La cause, c'est que justement les matières premières augmentent, donc les produits augmentent, donc vos fournisseurs doivent augmenter leurs produits, donc vous allez aussi augmenter le prix de vos produits pour essayer de pallier à cette augmentation, vu que les marges sont de plus en plus faibles dans l'industrie. Donc il faut trouver un moyen maintenant d'essayer de se prémunir contre cette hausse et cette instabilité du prix des matières premières. Je parle aussi un petit peu de déchets, vu que vous m'entendrez assez peu parler de déchets. Je parle surtout de sous-produits en général, parce que vous le verrez, pour moi, les déchets ne sont pas déchets, ils sont une matière première pour d'autres personnes. On voit malgré tout, alors c'est des statistiques suisses, donc de l'OFEV et de l'OFS, donc l'Office fédéral de l'environnement et de l'Office fédéral des statistiques, qui datent de 2020, où on voit ici que le taux de déchets urbains, donc on reste les déchets urbains pour le moment, a tendance à stagner. Vous voyez ici, depuis à peu près 2013-2014, le taux de déchets urbains a tendance à stagner, voire à diminuer un tout petit peu. Mais sachant que la population augmente, en fait, le taux de déchets par habitant a tendance à diminuer, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, on est encore loin, comme vous le voyez, on est encore très très loin du zéro waste que certains appellent de leur vœu.
Mais on s'y dirige un petit peu. Ça, c'est pour les déchets urbains, donc les déchets de particuliers principalement. C'est le papier, c'est ce que vous mettez dans vos sacs poubelles. Puis si on se concentre un peu plus sur tous les types de déchets qu'on peut avoir en Suisse, on voit que typiquement les déchets chimiques représentent actuellement 32% du taux de déchets qu'on a en Suisse. Alors c'est des statistiques 2020, donc ça montre les chiffres de 2019. On voit que les déchets minéraux représentent aussi 29%, les résidus de traitement 32%. Pour le reste, on est marginal. Il y a encore des chiffres qui sont faits à zéro, donc je ne les ai pas mis tels que les déchets d'animaux. Mais ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est que les résidus de traitement ici et les déchets minéraux ne font que diminuer depuis 2014. C'est vraiment une tendance nette et claire. Ils diminuent énormément depuis 2014, alors que les déchets chimiques et les déchets médicaux, si on regarde en nombre absolu, augmentent énormément de 2014. Donc on peut prévoir que d'ici 4, 5, 6 ans, les déchets chimiques seront plutôt à 40%, les déchets médicaux seront gentiment à 5, 6, 10%, alors que les résidus de traitement et les déchets minéraux auront diminué d'autant dans ce graphique. Donc, on voit que s'il y a vraiment une utilité et une importance, si on arrivait à diminuer ces déchets chimiques et ces déchets médicaux pour qu'on participe aussi à la diminution, aux efforts de la branche. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi, économiquement, c'est intéressant de gérer vos sous-produits de fabrication d'une manière un peu différente. Actuellement, vous payez 3 fois pour vos déchets. Pourquoi vous payez 3 fois? Alors, je prends l'exemple d'une banane, parce qu'une banane, tout le monde voit ce que c'est et tout le monde comprendra facilement. Mais ça peut se reporter parfaitement à n'importe quel produit chimique ou à n'importe quelle industrie. Donc, quand vous allez au magasin acheter une banane, vous faites quoi? Vous achetez votre banane, vous allez la peser et la payer au poids. Si vous la payez au poids, ça veut dire que vous allez payer le poids de la peau de banane qui, au final, vous intéresse que moyennement. Ensuite, vous arrivez chez vous pour faire votre smoothie ou juste la manger comme ça. Vous allez devoir l'éplucher. Pour que vous l'épluchez, vous allez prendre du temps. Donc, vous allez, si on reporte ça à l'industrie, vous allez devoir payer une personne pour qu'elle épluche cette banane ou acheter une machine pour qu'elle épluche cette banane. Donc, ça va vous coûter quelque chose ou en infrastructure ou en personnel pour travailler ce produit et enlever une partie qui ne vous intéresse pas. Vous avez déjà payé une fois. Donc, vous payez une deuxième fois avec le temps personnel ou avec le temps machine que vous avez utilisé. Puis après, vous aurez enfin votre banane que vous pouvez utiliser comme bon vous semble et vous vous retrouverez avec une peau de banane qui ne vous intéresse pas. Alors, là, de nouveau, comme particulier, c'est un peu spécial parce qu'on paye déjà le traitement de ces déchets par nos impôts ou par les taxes au sac. On va le mettre au compost et la commune va se l'occuper. Pour une entreprise, vous le savez très bien, ça ne se passe pas comme ça. On va payer nous-mêmes pour le traitement de ces déchets, donc pour le mettre au compost, en l'occurrence pour la peau de banane. Alors, une peau de banane, c'est vrai que ce n'est pas très cher, ça coûte à peu près 50 centimes le kilo pour mettre au compost. Ce n'est pas dramatique, mais quand même, si on parle d'autres déchets un peu plus spéciaux, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Alors qu'en fait, cette peau de banane, il y a peut-être à côté de vous une entreprise qui fait des pots pourris, qui a besoin de senteurs banane de ces pots pourris. Ou peut-être qu'elle va utiliser les fibres de la banane pour en faire une corde, pour en faire un habit ou que sais-je. Et elle sera intéressée par vous acheter cette peau de banane parce qu'elle ne veut pas acheter une banane complète pour jeter tout le fruit et garder juste la peau de banane. Donc, si vous achetez cette peau de banane, vous, plutôt que de payer pour vous en débarrasser, vous allez pouvoir la vendre et elle, plutôt que d'acheter tout un produit qui ne l'intéresse pas, vous allez pouvoir le vendre aussi. Donc, pour faire ça, en fait, on va vous encourager à rentrer dans l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un bien grand mot. Tout le monde parle, mais tout le monde ne sait pas exactement ce qui se cache derrière. Donc, l'économie circulaire, si on veut bien, le but, c'est de faire rentrer des ressources dans un cycle. On va traiter ces matières premières, justement, donc enlever le surplus qui ne nous intéresse pas ou les retravailler ou quoi que ce soit, pour pouvoir produire et concevoir le produit qu'on va vendre, le distribuer et l'amener au consommateur. Alors là, le consommateur a déjà une influence parce qu'il pourrait déjà partager le produit qu'il utilise, le réutiliser, le réparer, le revendre,
et éventuellement le valoriser. Donc ça, c'est souvent, alors c'est pas écrit comme ça en français ici, mais c'est ce qu'on appelle souvent les 5 R, justement, de reuse, rethink, etc. Donc là, le consommateur a une influence. Mais il y a bien un moment où le produit, il va arriver dans une filière de recyclage. Je ne parle pas du tri qu'on fait à la maison, là on doit trier pour que ça puisse être recyclé, mais je parle vraiment de recyclage. Quand on recycle, donc le but c'est vraiment de réutiliser le produit pour en faire une nouvelle matière première. Ça ne doit pas forcément être de la même industrie. Comme je vous ai dit, ça peut être dans une industrie autre. Nous, ce qu'on va faire chez Wava, c'est qu'on va essayer de diminuer au maximum l'incinération et la mise en décharge du déchet. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'ici, on peut faire en sorte qu'on ait de nouvelles matières premières suite au recyclage et qu'il suffit que les gens se connaissent pour pouvoir réutiliser ces produits au mieux. Donc, on va même essayer de passer outre le compostage pour vraiment continuer directement dans un traitement de matières premières, un nouveau traitement de matières premières dans une autre industrie. Donc, il faut voir ce cercle comme un ensemble et pas seulement pour une seule industrie, mais ça peut être sur plusieurs industries, sur tout un écosystème économique. L'avantage de tout ça, c'est que de nos jours, on utilise énormément de matières premières pour produire tout ce qu'on veut produire. Le but, c'est que, alors j'ai mis 2030 parce qu'on parle beaucoup de l'agenda 2030, mais le but, c'est de le faire au plus vite. C'est d'utiliser un maximum de matières recyclées pour que pour produire autant que ce qu'on le fait maintenant, voire plus, on utilise en fait beaucoup moins de matières premières et beaucoup plus de matières recyclées. De cette manière-là, on va diminuer la pression qu'on va avoir sur l'environnement en utilisant moins de ressources naturelles et on va pouvoir continuer à avoir une croissance bénéfique pour notre système économique. Il faut savoir que la Terre est finie, donc on n'a pas une infinité de matière, comme on l'a vu aussi au tout début. Et du coup, c'est important de pouvoir essayer de diminuer la quantité de matières premières qu'on a en usant la quantité de matières premières au maximum. Alors, quelle est votre situation actuelle? Je vous ai dit, j'ai travaillé pendant des années dans l'industrie chimique. Mes deux associés travaillent aussi dans des industries, donc on connaît un petit peu vos préoccupations. Donc voilà, on sait très bien qu'actuellement, les filières d'élimination existent et fonctionnent bien même, que vous n'avez aucune norme légale qui vous impose une revalorisation des déchets. Mais il faut savoir que cette législation, elle bouge beaucoup maintenant, elle devient de plus en plus contraignante. D'ailleurs, la Confédération a mis en consultation il y a à peu près 2 semaines une nouvelle version de la LPE, donc la loi de protection sur l'environnement, pour encourager l'économie circulaire. Donc on voit que c'est quelque chose qui à terme va peut-être devenir une obligation légale. Donc autant essayer de s'en prémunir déjà maintenant. Comme on l'a vu, on a gentiment une pénurie de matières premières et du coup les prix augmentent énormément. Il faut essayer de s'en prémunir et essayer de lisser un petit peu les prix avec lesquels on achète nos matières premières. Et surtout, alors, des gros soucis qu'on a pour l'économie circulaire en général, c'est qu'actuellement, si vous dites à votre CFO que vous avez un déchet et que ça va coûter tant pour vous débarrasser de ce déchet, ça sera normal, il ne va pas vous en vouloir, il va estimer que ben voilà, c'est un déchet, c'est un coût. Et du coup, les marges de votre entreprise se réduisent à cause de ça. Je suis sûr que si vous venez maintenant vers votre CFO en lui disant, écoute, notre déchet, en fait, ça va être un revenu, et du coup, on va augmenter les marges de l'entreprise ou garder les mêmes marges, mais on va pouvoir diminuer notre prix de manière plus concurrentielle. Je vous prie de m'excuser. Je suis sûr que votre CFO ne vous en voudra pas du tout, au contraire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment transformer vos déchets en or. Mes amis m'appellent l'alchimiste à cause de ça souvent. J'aimerais bien que ce soit aussi facile, c'est un petit peu imagé, mais effectivement, on peut transformer ces déchets en or. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, entreprise, d'essayer de transformer ces déchets en or et pour ça, éventuellement, d'utiliser une plateforme telle que Vava? C'est déjà de pouvoir réutiliser une partie de vos déchets, de vos sous-produits dangereux que vous ne récupérez pas actuellement, ou parce que vous avez un déchet qui est récurrent, et du coup vous avez trouvé une nouvelle filière récurrente, mais où on va vendre vos produits, ou parce que vous avez un déchet qui arrive une fois, et que vous voulez vendre une fois ce déchet, que du coup c'est très compliqué pour vous de créer toute une filière, et si vous avez une aide pour le faire,
ça peut être plus facile. Ensuite, pour vos matières premières, ça vous permettra de diversifier vos fournisseurs, donc de ne plus être client captif de fournisseurs, et si lui, il a une pénurie, d'avoir d'autres fournisseurs qui, eux, n'ont potentiellement pas de pénurie. Ça vous offre des meilleures conditions d'achat, selon quoi on sait que des fois, on a besoin d'une toute petite quantité de produits et que nos fournisseurs ne vendent que 100 000 tonnes. Et sinon, on en a besoin de 10 litres. Si on achète 100 tonnes, ben, voilà, ça va être, on va en avoir beaucoup trop et on va avoir des stocks. On sait que les stocks coûtent et deuxièmement, peut-être que les produits vont se dégrader et du coup vont passer leur date de péremption. On va devoir les jeter. Ou on va acheter une toute petite quantité, mais souvent, quand la quantité est plus petite, les fournisseurs la vendent beaucoup plus cher. Alors que dans un cas où une personne a une petite quantité chez elle, ça ne va pas lui déranger de vendre pour beaucoup moins cher parce que de toute façon, ces contenants sont adaptés. Puis vous arrêterez de se payer pour de la surqualité. Actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des bases, par exemple, en fin de fabrication, qui payent une fortune pour les neutraliser avec de l'acide tout beau, tout propre. Pourquoi ne pas acheter un acide à une autre entreprise qui a aussi ça comme sous-produit de fabrication et vous pourriez neutraliser vos acides et vos bases ensemble en admettant qu'elles soient compatibles. Ou alors aussi pour le nettoyage. On a des clients qui utilisent des solvants pour nettoyer leur installation ou leurs emballages. Et actuellement, ils achètent certains même de l'isopropanol, alors qu'on sait qu'on a une grande pénurie d'isopropanol, surtout à cause des gels hydroalcooliques. Pourquoi ne pas utiliser un mélange de solvants avec peut-être aussi un petit peu d'eau qui ferait très bien le travail et qui sera en fait un sous-produit de fabrication d'une autre industrie à côté. On gagnera du coup de l'argent et de la matière. Ensuite, pour vos sous-produits de fabrication, justement, ça vous permet de montrer qu'ils ont une vraie valeur, de pouvoir les revendre, d'arrêter de payer du coup pour vous en débarrasser et, comme je l'ai dit avant, d'augmenter vos marges et éventuellement aussi de pouvoir indiquer ça dans vos rapports RSE qu'on voit de plus en plus de nos jours. Donc, je vous présente un petit peu la plateforme Wava telle qu'elle existe actuellement. Donc, quand vous vous inscrivez, je vous rappelle que l'inscription sur Wava est totalement gratuite. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez proposer des produits ou montrer que vous avez besoin de produits de manière totalement gratuite. Wava se finançant en prenant des pourcentages sur les transactions. Donc, une fois que la transaction est faite. Donc, on voit qu'actuellement, on a par exemple sur la plateforme la graisse issue de CBD, un mélange justement de solvants qui a du méthanol et de l'isopropanol principalement, de l'acide citrique, qu'on a des gens qui recherchent du méthylcétone par exemple. Donc là, les icônes qui sont présentées là sont des icônes un peu génériques qu'on a créées nous. Vous pourriez mettre des images aussi des produits si vous le préférez. Mais ça permet d'avoir une vision un peu claire et rapide de ce qu'on trouve directement sur la plateforme. Donc, si par exemple vous voulez mettre un produit sur la plateforme, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir rentrer plusieurs informations. Je vais revenir plus tard exactement sur les informations qu'on peut voir. Mais on voit qu'on a ici, par exemple, une photo du produit. Ici, je pense qu'elle est tirée d'Internet, le nom du produit, des informations, générales sur le numéro CAS, par exemple, le numéro UN, les caractéristiques physico-chimiques et puis les différents contenants. Parce qu'on s'est dit que potentiellement, vous aviez des big bags, des palettes, peut-être des seaux avec le même produit. Donc, vous pouvez mettre les différents contenants avec la quantité qu'ils ont et le prix que ça coûtera à l'acheteur, le prix de transport compris. Wava permet, si vous le voulez, faire une gestion des stocks en plus là-dedans. Donc, si une fois qu'un acheteur vous a acheté un big bag, si vous avez 3 big bags, la plateforme déduira tout de suite qu'il vous en reste que 2 et vous préviendra aussi qu'il vous en reste que 2. Donc, vous pouvez gérer vos stocks de déchets aussi par la plateforme. Dans les services que je vous présenterai après, vous verrez que si vous le voulez, on peut aussi s'occuper des transports. Donc là, vous serez aussi, comme vous le voyez, le produit est mis de manière totalement anonyme sur la plateforme. On sait que certaines industries ont des produits chimiques qui pourraient choquer la population s'ils savaient que ces produits étaient utilisés.
On voulait éviter ça. C'est pour ça que les produits sont mis de manière anonyme et l'identité en fait, du vendeur n'est révélée à l'acheteur qu'au moment où le contrat se fait, de manière à éviter tout dégât d'image au cas où. Donc ici, je vous présente un peu tous les produits qu'on accepte sur la plateforme. Donc je ne vais pas tous les citer, je pense que vous arrivez très bien à lire. Mais vous voyez que je pense qu'on doit couvrir plus ou moins 90% des différents déchets qu'on trouve dans les industries. On aurait pu rajouter d'autres produits comme les catalyseurs. Ça, on a décidé qu'ils seraient plutôt dans autre ou alors dans une autre sous-catégorie si on trouve une sous-catégorie qui peut fonctionner. C'est pas dit que ça n'évolue pas à terme, mais actuellement, on se concentre sur ces catégories avec toujours la possibilité de mettre quelque chose d'autre qui puisse fonctionner. Dans les informations donc, que vous pouvez saisir, il n'y a aucune information qui est obligatoire excepté le nom du produit. Sinon, toutes les informations ne sont pas obligatoires. Pourquoi? Parce que si vous avez un mélange de produits, par exemple, vous n'avez peut-être pas le numéro CAS ou le numéro UN du dit produit. Vous pouvez montrer la pureté, la composition. Enfin, je ne vais pas de nouveau vous lire toutes les caractéristiques physico-chimiques. Il faut savoir que pour chaque produit, on laisse la possibilité de remplir toutes les données, sachant que ce n'est pas forcément toujours pertinent. Par exemple, si vous avez un acide, vous n'allez peut-être pas remplir la granulométrie ou la rugosité. Donc, tous les champs sont ouverts, mais le but était de pouvoir laisser la plus grande liberté à nos clients. Et vous allez remplir le conditionnement, donc le contenant de vos produits, la quantité et la fréquence. Et c'est un déchet, ce qu'on appelle spot, donc qui a lieu qu'une fois, ou un déchet récurrent ou flux que vous pouvez amener. Donc, comment collaborer? C'est déjà discuter avec les experts, c'est-à-dire moi ou mes associés, enfin mes associés ou moi, plutôt, pour rester poli. Enregistrer bien sûr votre entreprise et ses sous-produits sur notre plateforme. Et nous, on fait un travail aussi de recherche vers d'autres entreprises qui pourraient être intéressées par vos produits. Donc, si je vous rappelle un petit peu les services qu'on offre, donc on a la place de marché dont je vous ai bien parlé, et on vous propose deux services supplémentaires qui sont de créer les documents de transport et de gérer les transports pour vous. Je vous ai dit que j'étais conseiller à la sécurité OCS pour le transport ADR et RIB, donc pour les déchets de matières dangereuses pour les matières dangereuses par la route et le rail. Donc, on offre cette possibilité aussi que pour les transports transfrontières par rapport aussi à la documentation REACH et aux documents de suivi, etc. Et si vous le voulez, on regarde avec des transporteurs pour organiser les transports qui viennent les chercher chez vous, qui les amènent jusqu'à nos clients, enfin jusqu'aux personnes qui achèteraient les produits. Donc, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, si vous avez des transporteurs avec qui vous travaillez, vous pouvez les utiliser, il n'y a aucune obligation. Si ça vous embête, on peut faire ça pour vous, moyennant, bien sûr, une contribution autre que juste la commission. Je voulais préciser que la personne qui achète le produit peut aussi toujours demander un échantillon de votre produit avant de conclure le contrat définitif. Vous le savez très bien, quand vous achetez un produit, souvent vous demandez un échantillon à votre fournisseur pour être sûr que le produit soit... Alors, vous demandez un échantillon petit pour pouvoir l'analyser ou un grand échantillon que vous avez acheté. Ici, on est exactement dans les mêmes catégories. On travaille exactement comme avec des fournisseurs, je dirais, traditionnels, de manière à ce que les personnes qui seraient intéressées par acheter vos produits puissent faire un test pour être sûr que le produit convient à l'utilisation qu'ils veulent en faire. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont le faire à chaque fois, mais on veut offrir cette possibilité aussi pour éviter que tout d'un coup, on ait 10 tonnes d'acide qui traversent le canton de Genève, par exemple, et qu'après, en fait, l'acheteur voit que ça ne correspond pas et qu'on ne sache plus quoi faire de ces acides. Donc voilà, j'ai envie de dire, il ne vous reste plus qu'une chose à faire du bien à la planète, bien sûr, et à votre porte-monnaie en même temps, tant mieux.
Et je dirais même, pourquoi pas, je pourrais rajouter, faire du bien à votre image ou à l'image de votre société auprès de la population. Je n'ai fini, mais je réponds volontiers à toutes les questions que vous pouvez avoir. Alors pour la partie questions, si quelqu'un en a, donc j'ai réactivé la possibilité enfin vous pouvez maintenant activer votre micro. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions à poser, n'hésitez pas du tout. En tout cas, merci Henri pour cette présentation. De rien, c'est un plaisir. Ah, il y a Philippe qui a déjà ouvert son micro. Oui, je voulais voir si ça fonctionnait. Alors oui, peut-être une petite question par rapport à la plateforme. Donc, les transports se font du vendeur à l'acheteur. Comment est-ce qu'on contrôle, comment est-ce que vous contrôlez en fait que tout se passe bien? C'est vraiment un contrat de confiance entre le vendeur et l'acheteur. Ça transite pas par vous? Alors, en effet, Wavan ne devient jamais propriétaire des déchets. Donc, on fait juste le tiers de confiance, si on veut bien, ou le courtier, si on prend une thématique un peu plus immobilière. Donc, le déchet passe directement du vendeur à l'acheteur. Le transporteur est là juste pour faire la liaison entre les deux. Oui. Et on contrôle que ça se passe bien parce qu'on a un contrat avec un transporteur, qu'on a assuré, qu'on a tous les documents de suivi qui vont avec. Et que dans le contrat avec le transporteur, bien sûr, il garantit le transport dans les règles des matières. Merci. De rien. Si vous n'osez pas prendre la parole, hein, vous pouvez toujours écrire dans la partie chat aussi. J'ai l'habitude de dire dans ces cas-là, c'est ou j'ai été très clair ou pas du tout. Après, laisse me dire. Moi, je pense que c'était assez clair. Moi, j'ai pas une. Alors, j'en ai ma caméra, c'est Olivier. Le chat, par contre, hein. Tu m'entends, Henri? Oui. Ah oui. Alors, c'est pas une question, c'est plus un commentaire. Je regardais il y a pas longtemps là sur ABE un reportage assez intéressant. C'était sur les fermes à insectes dans le nord de la France, sauf erreur, où on voyait une entreprise qui a mis ça en place, une symbiose industrielle. Donc, c'est une ferme à insectes, et en prenant directement les sous-produits de l'usine d'à côté comme aliment pour ces vers. Et là, en fait, je ne sais pas comment ça a marché, mais j'imagine les gens se connaissent, ils ont parlé entre eux. Et puis, ils ont fait ça, ce qui est justement la pure logique, de rentrer dans une symbiose industrielle par bon sens. Alors, ça n'utilise pas une plateforme. C'est pas un exemple où c'est passé par une plateforme. Par contre, je trouve que c'est vraiment une bonne approche. Et je me demandais comment on peut arriver. Donc, dans ce cas-là, ça s'est bien fait, ça s'est mis en place. Mais d'une manière générale, pour les autres entreprises, comment on peut arriver à aujourd'hui un déchet, un coût, à une valorisation, un revenu? Comment on peut changer cet état d'esprit? Alors effectivement, il y a des symbioses qui existent comme ça dans des zones industrielles. Il y en a aussi une en Hollande, si je me souviens bien, qui a fait ça, où là, en fait, il y a plusieurs industries qui existaient les unes à côté des autres. Et c'est après coup qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient avoir des liens entre eux. Ils ont même créé une troisième entreprise qui utilisait une partie de leurs déchets pour faire un troisième principe, enfin une énième entreprise qui utilisait leurs déchets pour faire un nouveau produit. Et ils s'étaient mis tous ensemble pour créer cette nouvelle entreprise. Et ils avaient calculé qu'ils économisaient plusieurs milliers de tonnes de CO2 chaque année grâce à ça. Donc ça, c'est clair qu'il existe aussi des fois où on est dans un écosystème directement dans une zone industrielle. Alors c'est bien, pour ça, il suffirait déjà que les différentes industries de la zone industrielle se parlent entre elles, ce qui est encore trop rare actuellement. Et comment changer l'état d'esprit? Ben, je pense que c'est en participant avec des webinaires comme celui-là, en se renseignant sur l'économie circulaire et en comprenant que
que nos déchets, en fait, ont de la valeur pour d'autres et que c'est pas parce que pour nous, on n'en vaut aucune valeur que ça n'a pas pour quelqu'un d'autre. Mais à part en faisant de la sensibilisation, en expliquant, en martelant ça encore et encore et encore, à part la législation qui va changer gentiment, je sais pas. Après, il y a des moyens aussi de faciliter cette transition en pensant à la fin de vie d'un produit dès sa conception. Alors ça, si on parle de produits un peu physiques, c'est essayer d'éviter les matériaux composites, etc., etc. Mais dans une industrie, ça peut être aussi essayer de regarder si on ne peut pas, dès le départ, avoir une ligne de distillation en fin de production pour essayer d'avoir vraiment des solvants un peu plus purs ou d'avoir des machines de tri automatique en fin de fabrication pour les métaux comme ça, comme on peut le voir, pour trier les différents plastiques ou les différentes couleurs ou autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Olivier. Ouais, et justement, le cadre un peu législatif, c'est quelque chose qu'on sent venir, on anticipe qu'il va y avoir des évolutions, ou on sait déjà que la loi va évoluer dans le sens de l'interdiction de la destruction de stock ou même la destruction de sous-produits. Est-ce que on a déjà des indications là-dessus? J'ai actuellement déjà la loi interdit plus ou moins la destruction de produits, mais d'une manière très légère. C'est-à-dire que, il faut voir déjà quelle est la définition du déchet. La définition du déchet, selon la LPE, c'est un produit qu'on doit, donc on veut ou dont on doit se débarrasser parce que l'intérêt public le demande. Donc c'est très large et moi c'est une définition qui me paraît un petit peu aberrante. Mais voilà. Donc à partir de là déjà, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que le reste des autres lois comme l'ordonnance sur le mouvement des déchets ou l'ordonnance sur l'élimination et la réduction des déchets parlent justement de déchets par rapport à cette définition-là. Ensuite, si on regarde justement, c'est surtout le LED, donc l'ordonnance sur l'élimination et la réduction des déchets. On voit bien que déjà dans le nom maintenant, alors qu'avant c'était ordonnance sur l'élimination des déchets, maintenant c'est ordonnance sur l'élimination et la réduction des déchets. Ce qu'elle dit, c'est que on doit éliminer les déchets. Alors, on doit d'abord essayer de trouver une filière de revalorisation, et que si on n'en trouve pas, on doit éliminer le déchet de la manière la plus écologique possible, de manière à ce que ça reste économiquement viable. Dans les faits, ils ne vont jamais venir contrôler qu'on ait cherché ou pas une filière de revalorisation. Pour les déchets, on sait qu'il y a des filières qui existent, ils vont la poser. Pour le reste, ils vont passer outre assez rapidement sans essayer de chercher s'il y a une filière ou pas. Ouais, merci, ouais. De rien. Est-ce qu'on a encore une question? Dernière pour la Ou à route. Bangkok, ou bien avec le décalage horaire, c'est trop tard. Salut Henri, c'est juste pour t'accompagner, je suis en train de manger d'ailleurs. Bon appétit. Merci. Tu peux parler de notre projet, hein? Est-ce que tu peux ça? D'accord, si tu veux, un petit coup de pub. Donc, Bois travaille pour une ONG qui s'appelle la Fondation Yann et Oscar, qui a un projet de récupération de plastique marin en Thaïlande, à Ranong. Et je les aide aussi un petit peu sur ce projet, mais à côté de Wava et d'Alcal. Donc, si vous avez besoin de plastique, pensez à la Fondation Yann et Oscar. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je propose qu'on arrête là. Merci à tous d'être venus. Merci à tous, effectivement. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Oui. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.
On n'est plus que les trois. Ouais. Tu peux arrêter l'enregistrement, Laurent.